Vous avez vu mon garçon, confrère? Vous l'avez vu, mon vieux crétin de garçon? Que fit Parapine à son propos dès qu'il fut sorti. Eh bien, voici 30 ans bientôt qu'à balayer mes ordures, il entend autour de lui ne parler que de science, et fort copieusement et sincèrement, ma foi. Cependant, loin d'en être dégoûté, c'est lui, et lui seul à présent, qui a fini par y croire ici même. À force de tripoter mes cultures, il les trouve merveilleuses, il s'en pourlèche. La moindre de mes singeries l'enivre. N'en va-t-il pas d'ailleurs de même dans toutes les religions? N'y a-t-il point belle lurette que le prêtre pense à toute autre chose qu'au bon Dieu, que son bedeau y croit encore, et dur comme fer? C'est à vomir, en vérité. Mon abruti ne pousse-t-il point le ridicule jusqu'à copier le grand Bioduret Joseph dans son costume et sa barbiche? L'avez-vous noté? Entre nous, à ce propos, le grand Bioduret ne différait tellement de mon garçon que par sa réputation mondiale et l'intensité de ses lubies. Avec sa manie de rincer parfaitement les bouteilles et de surveiller d'incroyablement près l'éclosion des mythes, il m'a toujours semblé monstrueusement vulgaire à moi, cet immense génie expérimental. Ôtez un peu au grand Bioduret sa prodigieuse mesquinerie ménagère, et dites-moi donc un peu ce qu'il en reste d'admirable, je vous le demande. Une figure hostile de concierge chicaneur et malveillant, c'est tout. Au surplus, il a bien prouvé à l'Académie son caractère de cochon pendant les 20 années qu'il y passa. Détesté par presque tous. Il s'y est engueulé à peu près avec tout le monde, et pas qu'un peu. C'était un mégalomane ingénieux, et voilà tout. Parapine s'apprêtait à son tour, doucement, au départ. Je l'aidai à se passer une sorte d'écharpe autour du cou, et en dessus de ses pellicules, de toujours, encore une espèce de mantille. Alors l'idée lui revint que j'étais venu le voir à propos de quelque chose de très précis et d'urgent. « C'est vrai, fit-il, qu'à vous ennuyer avec mes petites affaires, j'oubliais votre malade. Pardonnez-moi, confrère, et revenons bien vite à notre sujet. Mais que vous dirais-je après tout que vous ne sachiez déjà? Parmi tant de théories vacillantes, d'expériences discutables, la raison commanderait au fond de ne pas choisir. Faites donc au mieux, allez, confrère, puisqu'il faut que vous agissiez, faites au mieux. Pour moi d'ailleurs, je puis ici vous l'assurer en confidence. Cette affection typhique est arrivée à me dégoûter au-delà de toute limite. De toute imagination même. Quand je l'abordais dans ma jeunesse, la typhoïde, nous n'étions que quelques chercheurs à prospecter ce domaine et nous pouvions en somme aisément nous compter, nous faire valoir mutuellement. Tandis qu'à présent, que vous dire? Il en arrive de Laponie, mon cher, du Pérou, tous les jours davantage. Il en vient de partout des spécialistes. On en fabrique en série au Japon. J'ai vu le monde devenir en moins de quelques ans une véritable pétaudière de publications universelles et saugrenues sur ce même sujet rabâché. Je me résigne pour y garder ma place et la défendre certes tant bien que mal, à produire et reproduire mon même petit article d'un congrès, d'une revue à l'autre, auquel je fais simplement subir vers la fin de chaque saison quelques subtiles et anodines modifications, bien accessoire. Mais cependant, croyez-moi, confrère, la typhoïde de nos jours est aussi galvaudée que la mandoline ou le banjo. C'est à crever, je vous le dis. Chacun veut en jouer un petit air à sa façon. Non, j'aime autant vous l'avouer, je ne me sens plus de force à me tracasser davantage. Ce que je cherche pour achever mon existence, c'est un petit coin de recherche bien tranquille, qui ne me vaille plus ni ennemi, ni élève, mais cette médiocre notoriété sans jalousie dont je me contente, et dont j'ai grand besoin. Entre autres fadaises, j'ai songé à l'étude de l'influence comparative du chauffage central sur les hémorroïdes dans les pays du Nord et du Midi. Qu'en pensez-vous? De l'hygiène, du régime. C'est à la mode, ces histoires-là, n'est-ce pas? Une telle étude convenablement conduite et traînée en longueur me conciliera l'Académie, j'en suis persuadé, qui compte un nombre majoritaire de vieillards que ces problèmes de chauffage et d'hémorroïdes ne peuvent laisser indifférents. Regardez ce qu'ils ont fait pour le cancer qui les touche de près. Qu'elle m'honore par la suite, l'Académie, d'un de ses prix d'hygiène. Que sais-je? 10 000 francs? Hein? Voilà de quoi me payer un voyage à Venise. J'y fus, savez-vous, à Venise dans ma jeunesse, mon jeune ami. Mais oui, on y dépérit aussi bien de faim qu'ailleurs. Mais on y respire une odeur de mort somptueuse, qu'il n'est pas facile d'oublier par la suite. Dans la rue, nous dûmes revenir sur nos pas en vitesse pour chercher ces caoutchoucs qu'il avait oubliés. Nous nous mîmes ainsi en retard, et puis nous nous hâtâmes vers un endroit dont il ne me parlait pas. Par la longue rue de Vaugirard, parsemée de légumes et d'encombrements, nous arrivâmes tout au bord d'une place entourée de marronniers et d'agents de police. Nous nous faufilâmes dans l'arrière-salle d'un petit café où Parapine se jucha derrière un carreau, à l'abri d'un brise-bise. « Trop tard, fit-il dépité. Elles sont sorties déjà. » Qui ?
les petites élèves du lycée. Il en est de charmantes, vous savez. Je connais leurs jambes par cœur. Je ne demande plus autre chose pour la fin de mes journées. Allons-nous-en. Ce sera pour un autre jour. Et nous nous quittâmes vraiment bons amis. J'aurais été content de ne jamais avoir à retourner à Rancy. Depuis ce matin même que j'étais parti de là-bas, j'avais presque oublié déjà mes soucis ordinaires. Ils y étaient encore incrustés si fort dans Rancy qu'ils ne me suivaient pas. Ils y seraient peut-être morts, mes soucis, à l'abandon, comme Bébert, si je n'étais pas rentré. C'étaient des soucis de banlieue. Cependant, vers la rue Bonaparte, la réflexion me revint, la triste. C'est une rue pourtant qui donnerait plutôt du plaisir aux passants. Il en est peu d'aussi bienveillante et gracieuse. Mais en m'approchant des quais, je devenais tout de même craintif. Je rôdais. Je ne pouvais me résoudre à franchir la Seine. Tout le monde n'est pas César. De l'autre côté, sur l'autre rive, commençaient mes ennuis. Je me réservais d'attendre ainsi de ce côté gauche jusqu'à la nuit. C'est toujours quelques heures de soleil de gagner que je me disais. L'eau venait clapoter à côté des pêcheurs, et je me suis assis pour les regarder faire. Vraiment, je n'étais pas pressé du tout, moi non plus. Pas plus qu'eux. J'étais comme arrivé au moment, à l'âge peut-être, où on sait bien ce qu'on perd à chaque heure qui passe, mais on n'a pas encore acquis la force de sagesse qu'il faudrait pour s'arrêter pile sur la route du temps. Et puis d'abord, si on s'arrêtait, on ne saurait quoi faire non plus, sans cette folie d'avancer qui vous possède et qu'on admire depuis toute sa jeunesse. Déjà, on en est moins fier d'elle de sa jeunesse. On n'ose pas encore l'avouer en public que ce n'est peut-être que cela, sa jeunesse, de l'entrain à vieillir. On découvre dans tout son passé ridicule tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité qu'on voudrait peut-être s'arrêter tout net d'être jeune, attendre la jeunesse qu'elle se détache, attendre qu'elle vous dépasse, la voir s'en aller, s'éloigner, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi, et puis soi partir, être sûr qu'elle s'en est bien allée, sa jeunesse, et tranquillement alors, de son côté, bien à soi, repasser tout doucement de l'autre côté du temps, pour regarder vraiment comment qu'ils sont les gens et les choses. Au bord du quai, les pêcheurs ne prenaient rien. Ils n'avaient même pas l'air de tenir beaucoup à en prendre des poissons. Les poissons, on devait les connaître. Ils restaient là tous, à faire semblant. Un joli dernier soleil tenait encore un peu de chaleur autour de nous, faisant sauter sur l'eau des petits reflets coupés de bleu et d'or. Du vent, il en venait du tout frais d'en face, à travers les grands arbres. Tout souriant, le vent, se penchant à travers 1000 feuilles, en rafales douces. On était bien. 2 heures pleines, on est resté ainsi, à ne rien prendre, à ne rien faire. Et puis, la Seine est tournée au sombre et le coin du pont est devenu tout rouge du crépuscule. Le monde, en passant sur le quai, nous avait oubliés là, nous autres, entre la rive et l'eau. La nuit est sortie de dessous les arches. Elle est montée tout le long du château. Elle a pris la façade, les fenêtres, l'une après l'autre, qui flambaient devant l'ombre. Et puis elles se sont éteintes aussi, les fenêtres. Il ne restait plus qu'à partir une fois de plus. Les bouquinistes des quais fermaient leurs boîtes. « Tu viens ?» que criait la femme par-dessus le parapet à son mari, à mon côté, qui refermait lui ses instruments, et son pliant et les asticots. Il a grogné, et tous les autres pêcheurs ont grogné après lui, et on est remonté, moi aussi, là-haut, en grognant, avec les gens qui marchent. Je lui ai parlé à sa femme, comme ça, pour lui dire quelque chose d'aimable, avant que ça soit la nuit partout. Tout de suite, elle a voulu me vendre un livre. C'en était un de livre qu'elle avait oublié de rentrer dans sa boîte, à ce qu'elle prétendait. Alors ce serait pour moins cher, pour presque rien, qu'elle ajoutait. Un vieux petit Montaigne, un vrai de vrai pour 1 franc. Je voulais bien lui faire plaisir à cette femme pour si peu d'argent. Je l'ai pris, son Montaigne. Sous le pont, l'eau était devenue toute lourde. J'avais plus du tout envie d'avancer. Au boulevard, j'ai bu un café crème, et j'ai ouvert ce bouquin qu'elle m'avait vendu. En l'ouvrant, je suis juste tombé sur une page d'une lettre qu'il écrivait à sa femme, le Montaigne, justement pour l'occasion d'un fils à eux qui venait de mourir. Ça m'intéressait immédiatement, ce passage, probablement à cause des rapports que je faisais tout de suite avec Bébert. « Ah !» qu'il lui disait, le Montaigne, à peu près comme ça, à son épouse. « T'en fais pas, va, ma chère femme, il faut bien te consoler, ça s'arrangera, tout s'arrange dans la vie, et puis d'ailleurs, qu'il lui disait encore,
J'ai justement retrouvé hier dans des vieux papiers d'un ami à moi une certaine lettre que Plutarque envoyait lui aussi à sa femme dans des circonstances tout à fait pareilles aux nôtres, et que je l'ai trouvée si joliment bien tapée, sa lettre, ma chère femme, que je te l'envoie, sa lettre. C'est une belle lettre. D'ailleurs, je ne veux pas t'en priver plus longtemps, tu m'en diras des nouvelles pour ce qui est de guérir ton chagrin. Ma chère épouse, je te l'envoie, la belle lettre, elle est un peu là comme lettre, celle de Plutarque. On peut le dire, elle n'a pas fini de t'intéresser. Ah non? Prenez-en connaissance, ma chère femme, lisez-la bien, montrez-la aux amis, relisez-la encore. Je suis bien tranquille à présent, je suis certain qu'elle va vous remettre d'aplomb. Votre bon mari, Michel. Voilà que je me dis, moi, ce qu'on peut appeler du beau travail. Sa femme devait être fière d'avoir un bon mari qui s'en fasse pas comme son Michel. Enfin, c'était leur affaire à ces gens. On se trompe peut-être toujours quand il s'agit de juger le cœur des autres. Peut-être qu'ils avaient vraiment du chagrin de l'époque. Mais pour ce qui concernait Bébert, ça me faisait une sacrée journée. Je n'avais pas de veine avec lui, Bébert, mort ou vif. Il me semblait qu'il n'y avait rien pour lui sur la terre, même dans Montaigne. C'est peut-être pour tout le monde la même chose, d'ailleurs. Dès qu'on insiste un peu, c'est le vide. Il n'y avait pas à dire. J'étais parti de Rancy depuis le matin. Fallait y retourner. Et j'avais rien rapporté. J'avais rien absolument à lui offrir. Ni à la tante non plus. Un petit tour par la place Blanche avant de rentrer. Je vois du monde tout le long de la rue Le Pic, encore plus que d'habitude. Je monte donc aussi pour voir. Au coin d'un boucher, c'était la foule. Fallait s'écraser pour voir ce qui se passait en cercle. Un cochon c'était, un gros, un énorme. Il geignait aussi, lui, au milieu du cercle, comme un homme qu'on dérange, mais alors énormément. Et puis on n'arrêtait pas de lui faire des misères. Les gens lui tortillaient les oreilles, histoire de l'entendre crier. Il se tordait et se retournait les pattes, le cochon, à force de vouloir s'enfuir, à tirer sur sa corde. D'autres l'asticotaient, et il hurlait encore plus fort, à cause de la douleur, et on riait davantage. Il ne savait pas comment se cacher, le gros cochon, dans le si peu de paille qu'on lui avait laissé, et qui s'envolait quand il grognait et soufflait dedans. Il ne savait pas comment échapper aux hommes. Il le comprenait. Il urinait en même temps, autant qu'il pouvait. Mais ça ne servait à rien non plus. Grogner et hurler non plus. Rien à faire, on rigolait. Le charcutier par derrière dans sa boutique échangeait des signes et des plaisanteries avec les clients, et faisait des gestes avec un grand couteau. Il était content, lui aussi. Il avait acheté le cochon et attaché pour la réclame. Au mariage de sa fille, il ne s'amuserait pas davantage. Il arrivait toujours plus de monde devant la boutique pour voir le cochon crouler dans ses gros plis roses, après chaque effort pour s'enfuir. Ce n'était cependant pas encore assez. On fit grimper dessus un tout petit chien hargneux qu'on excitait à sauter et à le mordre, à même dans la grosse chair dilatée. On s'amusait alors tellement qu'on ne pouvait plus avancer. Les agents sont venus pour disperser les groupes. Quand on arrive vers ces heures-là, en haut du pont Caulaincourt, on aperçoit au-delà du grand lac de nuit qui est sur le cimetière les premières lumières de Rancy. C'est sur l'autre bord, Rancy. Faut faire tout le tour pour y arriver, c'est si loin. Alors on dirait qu'on fait le tour de la nuit même, tellement il faut marcher de temps et des pas autour du cimetière pour arriver aux fortifications. Et puis, ayant atteint la porte, à l'octroi, on passe encore devant le bureau moisi où végète le petit employé vert. C'est tout près alors. Les chiens de la zone sont à leur poste d'aboi. Sous un bec de gaz, il y a des fleurs quand même, celle de la marchande qui attend toujours là, les morts qui passent d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Le cimetière, un autre encore, à côté, et puis le boulevard de la Révolte. Il monte avec toutes ses lampes, droit et large, en plein dans la nuit. Il n'y a qu'à suivre, à gauche. C'était ma rue. Il n'y avait vraiment personne à rencontrer. Tout de même, j'aurais bien voulu être ailleurs et loin. J'aurais aussi voulu avoir des chaussons pour qu'on m'entende pas du tout rentrer chez moi. J'y étais cependant pour rien, moi, si Bébert n'allait pas mieux du tout. J'avais fait mon possible, rien à me reprocher. C'était pas de ma faute si on ne pouvait rien dans des cas comme cela. Je suis parvenu jusque devant sa porte, et je le croyais sans avoir été remarqué. Et puis, une fois monté, sans ouvrir les persiennes, j'ai regardé par les fentes, pour voir s'il y avait toujours des gens à parler devant chez Bébert. Il en sortait encore quelques-uns des visiteurs de la maison, mais ils n'avaient pas le même air qu'hier, les visiteurs. Une femme de ménage des environs, que je connaissais bien, pleurnichait en sortant. On dirait décidément que ça va encore plus mal, que je me disais. En tout cas, ça va sûrement pas mieux. Peut-être qu'il est déjà passé, que je me disais, puisqu'il y en a une qui pleure déjà. La journée était finie.
Je cherchais quand même si j'y étais pour rien dans tout ça. C'était froid et silencieux chez moi, comme une petite nuit dans un coin de la grande, exprès pour moi tout seul. De temps en temps montaient des bruits de pas, et l'écho entrait de plus en plus fort dans ma chambre, bourdonnait, s'estompait. Silence. Je regardais encore s'il se passait quelque chose dehors, en face. Rien qu'en moi que ça se passait, à me poser toujours la même question. J'ai fini par m'endormir sur la question, dans ma nuit à moi, ce cercueil, tellement j'étais fatigué de marcher et de ne trouver rien. Autant pas se faire d'illusions, les gens n'ont rien à se dire. Ils ne se parlent que de leur peine à eux, chacun, c'est entendu. Chacun pour soi, la terre pour tous. Ils essayent de s'en débarrasser de leur peine sur l'autre, au moment de l'amour, mais alors ça ne marche pas, ils ont beau faire, ils la gardent tout entière, leur peine, et ils recommencent, ils essayent encore une fois de la placer. « Vous êtes jolie, mademoiselle », qu'ils disent, et la vie les reprend, jusqu'à la prochaine où on essayera encore le même truc. « Vous êtes bien jolie, mademoiselle ». Et puis à se vanter entre-temps qu'on y est arrivé à s'en débarrasser de sa peine, mais tout le monde sait bien, n'est-ce pas, que c'est pas vrai du tout, et qu'on l'a bel et bien gardée entièrement pour soi. Comme on devient de plus en plus laid et répugnant à ce jeu-là en vieillissant, on ne peut même plus la dissimuler, sa peine, sa faillite. On finit par en avoir plein la figure de cette sale grimace qui met des 20 ans, des 30 ans et davantage à vous remonter enfin du ventre sur la face. C'est à cela que ça sert, à ça seulement un homme, une grimace, qu'il met toute une vie à se confectionner, et encore qu'il arrive même pas toujours à la terminer, tellement qu'elle est lourde et compliquée la grimace qu'il faudrait faire pour exprimer toute sa vraie âme sans rien en perdre. La mienne à moi, j'étais justement en train de bien la fignoler avec des factures que je n'arrivais pas à payer, des petites pourtant, mon loyer impossible, mon par-dessus beaucoup trop mince pour la saison, et le fruitier qui rigolait en coin à me voir compter mes sous, à hésiter devant son brie, à rougir au moment où le raisin commençait à coûter cher, et puis aussi à cause des malades qui n'étaient jamais contents. Le coup du décès de Bébert ne m'avait pas fait du bien non plus, dans les environs. Cependant la tante ne m'en voulait pas. On pouvait pas dire qu'elle ait été méchante, la tante, dans la circonstance, non. C'est plutôt du côté des Henrouilles, dans leur pavillon, que je me suis mis à récolter subitement des tas d'ennuis et à concevoir des craintes. Un jour, la vieille mère Henrouille, comme ça, elle a quitté son pavillon, son fils, sa bru, et elle s'est décidée d'elle-même à venir me rendre une visite. C'était pas bête. Et puis alors elle est revenue souvent pour me demander si je croyais vraiment, moi, qu'elle était folle. Ça lui faisait comme une distraction à cette vieille de venir exprès pour me questionner là-dessus. Elle m'attendait dans la pièce qui me servait de salle d'attente, 3 chaises et un guéridon à 3 pieds. Et quand je suis rentré ce soir-là, je l'ai trouvée dans la salle d'attente en train de consoler la tante à Bébert en lui racontant tout ce qu'elle avait perdu, elle, vieille enrouille, en fait de parents sur la route, avant de parvenir à son âge, des nièces à la douzaine, des oncles par-ci, par-là, un père bien loin là-bas, au milieu de l'autre siècle, et des tantes encore, et puis ses propres filles disparues, celles-là, un peu partout, qu'elle ne savait même plus très bien ni où ni comment, devenues si vagues, si incertaines ses propres filles, qu'elle était comme obligée de les imaginer à présent, et avec bien de la peine encore, dès qu'elle voulait en parler aux autres. Ce n'était même plus tout à fait des souvenirs, ses propres enfants. Elle traînait tout un peuple de trépas anciens et menus autour de ses vieux flancs, des ombres muettes depuis longtemps, des chagrins imperceptibles qu'elle essayait de faire remuer encore un peu quand même, avec bien du mal, pour la consolation, quand j'arrivais, de la tante à Bébert. Et puis Robinson est venu me voir à son tour. On leur a fait faire connaissance à tous, des amis. C'est même de ce jour-là, je m'en suis souvenu depuis, qu'il a pris l'habitude de la rencontrer dans ma salle d'attente, la vieille mère Henrouille, Robinson. Ils se parlaient. C'est le lendemain qu'on enterrait Bébert. Irez-vous, qu'elle demandait, la tante, à tous ceux qu'elle rencontrait. Je serais bien contente que vous y alliez. Bien sûr que j'irai, qu'a répondu la vieille. Ça fait plaisir dans ces moments-là d'avoir du monde autour de soi. On ne pouvait plus la retenir dans son taudis. Elle était devenue sorteuse. Ah bien, alors, tant mieux si vous venez, que la remerciait la tante. Et vous, monsieur, vous y viendrez-il aussi? Demandait-elle à Robinson. Moi, j'ai peur des enterrements, madame, faut pas m'en vouloir, qu'il a répondu, lui, pour se défiler. Et puis chacun d'eux a encore parlé à un bon coup, rien que pour son compte, presque violemment, même la très vieille Henrouille qui s'est mêlée à la conversation. Beaucoup trop haut qu'ils parlaient tous, comme chez les fous. Alors je suis venu chercher la vieille pour l'emmener dans la pièce à côté où je consultais.
J'avais pas grand-chose à lui dire. C'est elle plutôt qui me demandait des choses. Je lui ai promis de ne pas insister pour le certificat. On est revenu dans la pièce s'asseoir avec Robinson et la tante, et on a discuté encore tous pendant une vraie heure sur le cas malheureux de Bébert. Tout le monde était du même avis décidément, dans le quartier, que je m'étais donné bien du mal pour sauver le petit Bébert, que c'était une fatalité seulement, que je m'étais bien conduit en somme, et ça, c'était presque une surprise pour tout le monde. La mère en rouille, quand on lui eut dit l'âge de l'enfant, 7 ans, elle a paru s'en sentir mieux, et comme toute rassurée. La mort d'un enfant si jeune lui apparaissait comme un véritable accident seulement, pas comme une mort normale et qui puisse la faire réfléchir, elle. Robinson se mit à nous raconter une fois de plus que les acides lui brûlaient l'estomac et les poumons, l'étouffaient, et le faisaient cracher tout noir. Mais la mère en rouille, elle, ne crachait pas, ne travaillait pas dans les acides. Ce que Robinson racontait à ce sujet-là ne pouvait donc pas l'intéresser. Elle était venue seulement pour se faire bien son opinion à mon sujet. Elle me dévisageait de coin pendant que je parlais, avec ses petites prunelles agiles et bleuettes, et Robinson n'en perdait pas une miette de toute cette inquiétude latente entre nous. Il faisait sombre dans ma salle d'attente. La grande maison de l'autre côté de la rue pâlissait largement avant de céder à la nuit. Après cela, il n'y eut plus que nos voix à nous, entre nous, et tout ce qu'elles ont toujours l'air d'être tout près de dire les voix, et ne disent jamais. Une fois seul avec lui, j'ai essayé de lui faire comprendre que je n'avais plus du tout envie de le revoir, Robinson. Mais il est revenu quand même vers la fin du mois, et puis alors presque chaque soir. C'est vrai qu'il n'allait pas bien du tout de la poitrine. « Monsieur Robinson est encore venu vous demander, » me rappelait ma concierge qui s'intéressait à lui. « Il n'en sortira pas, hein ?» qu'elle ajoutait. « Il toussait encore quand il est venu. » Elle savait bien que ça m'agaçait qu'elle m'en parle. C'est vrai qu'il toussait. « Il n'y a pas moyen qu'il prédisait lui-même. J'en finirai jamais. » Attends l'été prochain encore, un peu de patience, tu verras, ça finira tout seul. Enfin, ce qu'on dit dans ces cas-là. Je pouvais pas le guérir, moi, tant qu'il travaillerait dans les acides. J'essayais de le remonter quand même. Tout seul que je guérirais, qu'il répondait. Tu y vas bien, toi. On dirait que c'est facile à respirer comme moi je respire. Je voudrais t'y voir, toi, avec un truc comme le mien dans la caisse. On se dégonfle avec un truc comme j'en ai un dans la caisse. Et puis voilà que je te dis, moi, t'es déprimé. Tu passes par un mauvais moment. Mais quand tu iras mieux, même un peu mieux, tu verras. Un peu mieux? Au trou que j'irai un peu mieux. J'aurais surtout mieux fait d'y rester, moi, à la guerre, en fait de vrai mieux. Toi, ça te va d'être revenu, t'as rien à dire? Les hommes y tiennent à leurs sales souvenirs, à tous leurs malheurs, et on ne peut pas les en faire sortir. Ça leur occupe l'âme. Ils se vengent de l'injustice de leur présent, en besognant l'avenir au fond d'eux-mêmes avec de la merde. Justes et lâches qu'ils sont tout au fond. C'est leur nature. Je ne lui répondais plus rien. Alors il m'en voulait. Tu vois bien que toi aussi t'es du même avis. Pour être tranquille, j'allais lui chercher une petite potion contre la toux. C'est que ses voisins se plaignaient de ce qu'il n'arrêtait pas de tousser et qu'il ne pouvait pas dormir. Pendant que je lui remplissais la bouteille, il se demandait encore où il avait bien pu l'attraper, cette toux incoercible. Il demandait aussi en même temps que je lui fasse des piqûres, avec des sels d'or. Si j'en crève des piqûres, tu sais, j'y perdrai rien. Mais je me refusais, bien entendu, à entreprendre une thérapeutique héroïque quelconque. Je voulais avant tout qu'il s'en aille. J'en avais perdu moi-même tout entrain, rien qu'à le revoir traîner par ici. Toutes les peines du monde j'éprouvais déjà, à ne pas me laisser aller au courant de ma propre débine, à ne pas céder à l'envie de fermer ma porte une fois pour toutes, et 20 fois par jour je me répétais « à quoi bon ?» Alors encore l'écouter jérémiader au surplus, c'était vraiment trop. « Tu n'as pas de courage, Robinson, » finissais-je par lui dire. « Tu devrais te marier. Ça te donnerait peut-être du goût pour la vie. » S'il avait pris une femme, il m'aurait débarrassé un peu. Là-dessus, il s'en allait tout vexé. Il n'aimait pas mes conseils, surtout cela. Il ne me répondait même pas sur cette question de mariage. C'était, c'est vrai aussi, un conseil bien niais que je lui donnais là. Un dimanche où je n'étais pas de service, nous sortîmes ensemble. Au coin du boulevard Magnanime, on est allé prendre à la terrasse un petit cassis et un diabolo. On ne se parlait pas beaucoup, on n'avait plus grand-chose à se dire. D'abord, à quoi ça sert les mots quand on est fixé? À s'engueuler, et puis c'est tout. Il ne passe pas beaucoup d'autobus le dimanche. De la terrasse, c'est presque un plaisir de voir le boulevard tout net, tout reposé lui aussi, devant soi. On avait le gramophone du bistrot derrière. « T'entends »
qu'il me fait Robinson. Il joue des airs d'Amérique, son phono. Je les reconnais, ces airs-là, moi, c'est les mêmes qu'on jouait à Détroit chez Molly. Pendant 2 ans qu'il avait passé là-bas, il n'était pas entré bien avant dans la vie des Américains. Seulement, il avait été comme touché quand même par leur espèce de musique, où ils essayent de quitter eux aussi leur lourde accoutumance, et la peine écrasante de faire tous les jours la même chose, et avec laquelle ils se dandinent avec la vie qui n'a pas de sens, un peu, pendant que ça joue. Des ours, ici, là-bas. Il n'en finissait pas son cassis à réfléchir à tout ça. Un peu de poussière s'élevait de partout. Autour des platanes vadrouillent les petits enfants barbouillés et ventrus, attirés eux aussi par le disque. Personne ne lui résiste au fond à la musique. On n'a rien à faire avec son cœur, on le donne volontiers. Faut entendre au fond de toutes les musiques l'air sans notes, fait pour nous, l'air de la mort. Quelques boutiques ouvrent encore le dimanche par entêtement. La marchande de pantoufles sort de chez elle et promène en bavardant, d'une devanture voisine à l'autre, ses kilos de varices après les jambes. Au kiosque, les journaux du matin pendent avachis et jaunes un peu déjà. Formidable artichaut de nouvelles en train de rancir. Un chien dessus fait pipi, vite. La gérante somnole. Un autobus à vide fonce vers son dépôt. Les idées aussi finissent par avoir leur dimanche. On est plus ahuri encore que d'habitude. On est là, vide. On en bavrait. On est content. On n'a rien à causer parce qu'au fond, il ne vous arrive plus rien. On est trop pauvre. On a peut-être dégoûté l'existence. Ça serait régulier. Tu vois pas un truc, toi, que je pourrais faire pour sortir de mon métier qui me crève? Il émergeait de sa réflexion. Je voudrais en sortir de mon business, comprends-tu? J'en ai assez, moi, de me crever comme un mulet. Je veux aller me promener, moi aussi. Tu connais pas des gens qui auraient besoin d'un chauffeur par hasard? T'en connais pourtant du monde, toi. C'étaient des idées du dimanche, des idées de gentleman qu'il prenait. Je n'osais pas le dissuader, lui insinuer qu'avec une tête d'assassin besogneux comme la sienne, personne ne lui confierait jamais son automobile, qu'il conserverait toujours un trop drôle d'air, avec ou sans livret. T'es pas encourageant, en somme, qu'il a conclu alors. J'en sortirai donc jamais, à ton avis? C'est donc plus la peine même que j'essaye. En Amérique, je l'ai pas assez vite, que tu disais. En Afrique, c'est la chaleur qui me crevait. Ici, je suis pas assez intelligent. Enfin, partout, il y a quelque chose que j'ai en plus ou en moins. Mais tout ça, je m'en rends compte, c'est du bourmou. Ah, si j'avais du pognon, tout le monde me trouverait bien gentil ici, là-bas et partout, en Amérique même. C'est pas vrai ce que je dis là. Et toi-même, il nous manque une petite maison de rapport avec 6 locataires qui payent bien. C'est effectivement vrai, répondis-je. Il n'en revenait pas d'être arrivé tout seul à cette conclusion majeure. Alors il me regarda drôlement, comme s'il me découvrait soudain un aspect inouï de dégueulasse. Toi, quand j'y pense, t'as le bon bout. Tu vends tes bobards au crevard et pour le reste, tu t'en fous. T'es pas contrôlé, rien. T'arrives et tu pars quand tu veux, t'as la liberté en somme. T'as l'air gentil, mais t'es une belle vache, tout dans le fond. Tu es injuste, Robinson. Dis donc alors, trouve-moi donc quelque chose. Il y tenait ferme à son projet de laisser son métier dans les acides à d'autres. Nous repartîmes par les petites rues latérales. Vers le soir, on croirait encore que c'est un village ranci. Les portes maraîchères s'entr'ouvrent, la grande cour est vide, la niche du chien aussi. Un soir comme celui-ci, il y a longtemps déjà, les paysans sont partis de chez eux, chassés par la ville qui sortait de Paris. Il ne reste plus qu'1 ou 2 débits de ces temps-là, invendables et moisis, et repris déjà par les glycines, lasses, qui retombent au versant des petits murs cramoisis d'affiches. La herse pendue entre 2 gargouilles n'en peut plus de rouiller. C'est un passé auquel on ne touche plus. Il s'en va tout seul. Les locataires d'à présent sont bien trop fatigués le soir pour toucher à rien d'abord devant chez eux, quand ils rentrent. Ils vont s'entasser simplement par ménage dans ce qui reste des salles communes, et boire. Le plafond porte les cercles de la fumée des suspensions vacillantes d'alors. Tout le quartier tremblote sans se plaindre au ronron continu de la nouvelle usine. Les tuiles moussues chutent en dégringolade sur les hauts pavés bossus, comme il n'en existe plus guère qu'à Versailles et dans les prisons vénérables. Robinson m'accompagna jusqu'au petit parc municipal, tout cintré d'entrepôts, où viennent s'oublier sur les pelouses teigneuses tous les abandons d'alentour entre le boulodrome agateux, la Vénus insuffisante et le monticule de sable pour jouer et faire pipi. On s'est remis à parler, comme ça, de choses et d'autres. Ce qui me manque, tu vois,
c'est de pouvoir supporter la boisson. C'était son idée. Quand je bois, j'ai des crampes que c'est à y pas tenir. C'est pire. Et il me donnait la preuve tout de suite par une série de renvois qu'il n'avait même pas bien supporté notre petit cassis de cet après-midi. Ainsi, tu vois. Devant sa porte, il m'a quitté. Le château des courants d'air, comme il annonçait. Il a disparu. Je croyais ne pas le revoir de sitôt. Mes affaires eurent l'air de vouloir reprendre un petit peu, et juste au cours de cette nuit-là. Rien que dans la maison du commissariat, je fus appelé 2 fois d'urgence. Le dimanche soir, tous les soupirs, les émotions, les impatiences sont déboutonnés. L'amour-propre est sur le pont dominical et en goguette encore. Après une journée entière de liberté alcoolique, voici les esclaves qui tressaillent un peu. On a du mal à les faire se tenir, ils reniflent, ils s'ébrouent et font clinquer leurs chaînes. Rien que dans la maison du commissariat, 2 drames se déroulaient à la fois. Au premier finissait un cancéreux, tandis qu'au troisième passait une fausse couche dont la sage-femme n'arrivait pas à se débrouiller. Elle donnait, cette matrone, des conseils absurdes à tout le monde, tout en rinçant des serviettes et des serviettes encore. Et puis, entre 2 injections, s'échappait pour aller piquer le cancéreux d'en bas, à 10 francs l'ampoule d'huile camphrée, s'il vous plaît. Pour elle, la journée était bonne. Toutes les familles de cette maison avaient passé leur dimanche en peignoir et bras de chemise, en train de faire face aux événements, et bien soutenues les familles par des nourritures épicées. Ça sentait l'ail, et de plus drôles d'odeurs encore à travers les couloirs et l'escalier. Les chiens s'amusaient en cabriolant jusqu'au 6e. La concierge tenait à se rendre compte de l'ensemble. On la retrouvait partout. Elle ne buvait que du blanc, elle, à cause que le rouge donne des pertes. La sage-femme énorme et blousée mettait les 2 drames en scène, au premier, au troisième, bondissante, transpirante, ravie et vindicative. Ma venue l'a mis en boule. Elle qui tenait son public en main depuis le matin, vedette. J'eus beau m'ingénier, pour me l'aménager, à me faire remarquer le moins possible, trouver tout bien, alors qu'en réalité elle n'avait guère accompli dans son office que d'abominables sottises, ma venue, ma parole, lui faisait horreur d'emblée. Rien à faire. Une sage-femme qu'on surveille, c'est aimable comme un panari. On ne sait plus où la mettre pour qu'elle vous fasse le moins de mal possible. Les familles débordaient de la cuisine jusqu'aux premières marches à travers le logement, se mêlant aux autres parents de la maison. Et comme il y en avait des parents, des gros et des fluets, agglomérés en grappes somnolentes sous les lumières des suspensions. L'heure avançait et il en venait encore d'autres, de province où on se couche plus tôt qu'à Paris. Ils en avaient marre, ceux-là. Tout ce que je leur racontais, à ses parents, du drame d'en bas comme à ceux du drame d'en haut, était mal pris. L'agonie du premier étage a peu duré. Tant mieux et tant pis. Au moment juste où il montait le grand hoquet, voilà son médecin ordinaire, le docteur Omanon, qui monte, lui, comme ça, pour voir s'il était mort, son client. Et il m'engueule aussi, lui, ou presque, parce qu'il me trouve à son chevet. Je lui expliquai alors à Omanon que j'étais de service municipal du dimanche, et que ma présence était bien naturelle, et je suis remonté au troisième, bien dignement. La femme en haut saignait toujours du derrière. Pour un peu, elle allait se mettre à mourir aussi, sans attendre plus longtemps. 1 minute pour lui faire une piqûre, et me voilà descendu auprès du type à Omanon. C'était bien fini. Omanon venait de s'en aller, mais il avait quand même touché ses 20 francs, la vache, flanelle. Du coup, je ne voulais pas la lâcher, la place que j'avais prise, chez la fausse couche. Je remontais donc dardard. Devant la vulve saignante, j'expliquais encore des choses à la famille. La sage-femme, évidemment, n'était pas du même avis que moi. On aurait presque dit qu'elle gagnait son pognon à me contredire. Mais j'étais là, tant pis, faut s'en foutre qu'elle soit contente ou pas. Plus de fantaisie. J'en avais pour au moins 100 balles si je savais m'y prendre et persister. Du calme encore, et de la science, nom de Dieu. Résister aux assauts des remarques et des questions pleines de vin blanc qui se croisent implacables au-dessus de votre tête innocente, c'est du boulot, c'est pas commode. La famille dit ce qu'elle pense à coups de soupirs et de renvoi. La sage-femme attend de son côté que je patauge en plein, que je me sauve et que je lui laisse les 100 francs. Mais elle peut courir, la sage-femme. Et mon terme, alors? Qui c'est qui le payera? Cet accouchement vasouille depuis le matin, je veux bien. Ça saigne, je veux bien aussi. Mais ça ne sort pas. Il faut savoir tenir. Maintenant que l'autre cancéreux est mort en bas, son public d'agonie furtivement remonte par ici. Tant qu'on est en train de passer la nuit blanche, qu'on en a fait le sacrifice, faut prendre tout ce qu'il y a à regarder en distraction dans les environs. La famille d'en bas vint voir si par ici ça allait se terminer aussi mal que chez eux. 2 morts dans la même nuit, dans la même maison. Ça serait une émotion pour la vie, tout simplement. Les chiens de tout le monde, on les entend par coups de grelots qui sautent et cabriolent à travers les marches. Ils montent, eux aussi.
Des gens venus de loin entrent en surnombre encore, en chuchotant. Les jeunes filles, d'un seul coup, apprennent l'existence, comme disent les mères, elles affectent des airs tendrement avertis devant le malheur. L'instinct féminin de consoler. Un cousin en est tout saisi qui les épiait depuis le matin. Il ne les quitte plus. C'est une révélation dans sa fatigue. Tout le monde est débraillé. Il épousera l'une d'elles, le cousin, mais voudrait voir leurs jambes aussi pendant qu'il y est, pour pouvoir mieux choisir. Cette expulsion de fœtus n'avance pas. Le détroit doit être sec, ça ne glisse plus. Ça saigne encore seulement. Ça aurait été son 6e enfant. Où il est le mari? Je le réclame. Fallait le trouver, le mari, pour pouvoir diriger sa femme sur l'hôpital. Une parente me l'avait proposé de l'envoyer à l'hôpital. Une mère de famille qui voulait tout de même aller se coucher, elle, à cause des enfants. Mais quand on a eu parlé d'hôpital, personne alors ne fut plus d'accord. Les uns en voulaient de l'hôpital, les autres s'y montraient absolument hostiles, à cause des convenances. Ils voulaient même pas qu'on en parle. On s'est même dit à ce propos-là des mots un peu durs entre parents qu'on n'oubliera jamais. Ils sont passés dans la famille. La sage-femme méprisait tout le monde, mais c'est le mari, moi, pour ma part, que je désirais qu'on retrouve, pour pouvoir le consulter, pour qu'on se décide enfin dans un sens ou dans l'autre. Le voilà qui se met à surgir d'un groupe. Plus indécis encore que tous les autres, le mari. C'était pourtant bien à lui de décider. L'hôpital, pas l'hôpital, que veut-il? Il ne sait pas. Il veut regarder, alors il regarde. Je lui découvre le trou de sa femme, d'où suintent des caillots et puis des glouglous, et puis toute sa femme entièrement, qu'il regarde. Elle qui gémit comme un gros chien qui aurait passé sous une auto. Il ne sait pas en somme ce qu'il veut. On lui passe un verre de vin blanc pour le soutenir. Il s'assoit. L'idée ne lui vient pas quand même. C'est un homme ça qui travaille dur dans la journée. Tout le monde le connaît bien au marché et à la gare surtout, où il remise des sacs pour les maraîchers, et pas des petites choses. Des gros lourds depuis 15 ans. Il est fameux. Son pantalon est vaste et vague, et sa veste aussi. Il ne les perd pas, mais il n'a pas l'air d'y tenir tellement que ça, à sa veste et à son pantalon. C'est seulement à la terre et à rester droit dessus qu'il a l'air de tenir, par ses 2 pieds posés en large, comme si elle allait se mettre à trembler la terre d'un moment à l'autre sous lui. Pierre, il s'appelle. On l'attend. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre? Qu'on lui demande tout autour. Il se gratte, et puis il va s'asseoir, Pierre, auprès de la tête de sa femme, comme s'il avait du mal à la reconnaître, elle qui n'en finit pas de mettre au monde tant de douleurs. Et puis il pleure une espèce de larme, Pierre, et puis il se remet debout. Alors on lui repose encore la même question. Je prépare déjà un billet d'admission pour l'hôpital. Pense donc un peu, Pierre, que tout le monde l'adjure. Il essaye bien, mais il fait signe que ça ne vient pas. Il se lève et va vaciller vers la cuisine en emportant son verre. Pourquoi l'attendre encore? Ça aurait pu durer le reste de la nuit, son hésitation de mari. On s'en rendait bien compte tout autour. Autant s'en aller ailleurs. C'était 100 francs de perdu pour moi, voilà tout. Mais n'importe comment, avec cette sage-femme, j'aurais eu des ennuis. C'était couru. Et d'autre part, je n'allais tout de même pas me lancer dans des manœuvres opératoires devant tout le monde, fatigué comme j'étais. Tant pis, que je me suis dit, allons-nous-en, ce sera pour une autre fois. Résignons-nous, laissons la nature tranquille, la garce. À peine étais-je parvenu au palier, qu'ils me recherchaient tous, et lui qui dégringole après moi. « Hé !» qu'il me crie, « Docteur, ne partez pas !» Que voulez-vous que je fasse? Que je lui réponds. « Attendez, je vous accompagne, docteur. Je vous en prie, monsieur le docteur. » C'est bien, que je lui ai fait, et je le laissai alors m'accompagner jusqu'en bas, et nous voilà donc descendus. En passant au premier, je rentre tout de même pour dire au revoir à la famille du mort cancéreux. Le mari entre avec moi dans la pièce, on ressort. Dans la rue, il se mettait à mon pas. Il faisait vif dehors. On rencontre un petit chien qui s'entraînait à répondre aux autres de la zone, à coups de longs hurlements, et qu'il était entêté et bien plaintif. Déjà, il savait y faire pour gueuler. Bientôt, il serait un vrai chien. « Tiens, c'est Jaune d'œuf », que remarque le mari, tout content de le reconnaître et de changer de conversation. Ce sont les filles du blanchisseur de la rue des Gonesse qui l'ont élevé au biberon Jaune d'œuf, ce godon-là. Vous les connaissez, vous, les filles du blanchisseur? Oui, que je réponds. Toujours pendant qu'on marchait, il s'est mis alors à me raconter les façons qu'on avait d'élever les chiens avec du lait, sans que ça vous revienne trop cher. Tout de même, il cherchait par derrière ces mots-là toujours son idée à propos de sa femme. Un débit restait ouvert près de la porte. « Vous entrez-y, docteur? Je vous en offre un. » J'allais pas le vexer. « Entrons, que je fais. 2 crèmes. » Et j'en profite pour lui reparler de sa femme. Ça le rendait tout sérieux que je lui en parle, mais c'est à le décider que j'arrivais toujours pas.
Sur le comptoir triomphait un gros bouquet, à cause de la fête du bistrot Martrodin. Un cadeau des